Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agriculture Télévision pour cette autre édition d'information. Au sommaire de votre journal, la 6e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, GERSIC 2018, s'est achevée le vendredi 23 février dernier, ici même à Yaoundé. Pendant 3 jours, le génie camerounais en matière de recherche et d'innovation a été exposé avec en prime des prix aux innovations les plus marquantes. Les GERSIC, c'était aussi et surtout les innovations dans plusieurs domaines qui ont été présentées au public. Dans cette édition, zoom sur un certain nombre d'entre elles. Et puis du charbon de bois, nous en parlerons également dans ce journal. Au-delà de son aspect combustible, ce sont d'autres vertus qui se cachent derrière ce produit. Nous irons à leur découverte. Bon début de semaine et bienvenue à tous. Nous vous l'annoncions en titre, la 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, GERSIC 2018, a pris fin vendredi dernier au cours d'une grande soirée au cours de laquelle des prix ont été attribués à des chercheurs méritants. L'événement avait pour cadre l'hôtel de ville de Yaoundé sous la conduite de Madeleine Tchouenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Voici le compte rendu de Nicolas Bessolo et André Marimbida. C'était comme au matin du 21 février dernier. Un public nombreux et jovial, une estrade que ses têtes couronnées rehaussent et une ultime implication de ces cérébralités dont le savoir pachydermique a été le ferment vivifiant de cette 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, parvenue à son étape conclusive du 23 du mois actuel. Il y avait aussi 16 inventeurs grâce à qui, 3 jours durant, l'on a évalué le seuil d'inventivité nationale. Il y a d'abord Zo Bruno, un start-upper ingénieux, ici représenté, qui percevra 10 millions de francs pour avoir remporté le Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation. Notre projet consiste d'un système qui travaille avec les voitures, mais on utilise SMS pour travailler avec les voitures. Donc on donne la commande à la voiture par un SMS et la voiture respecte le commande qui est donné et fait ce que l'SMS demande à faire. Il y avait Bruno et 6 autres lauréats dont la créativité a été ce que l'on a ovationné et congratulé dans cette salle de fête de l'hôtel de ville de Yaoundé. Un prix spécial du président de la République pour l'innovation au profit de la jeunesse qui vaut 5 millions de francs et qui revient à ce chercheur du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de l'Université de Chang, et surtout la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, dont le discours annonce un changement bienfaisant de décor sous le soleil de la recherche made in Cameroun. La foire exposition des résultats de la recherche qui s'est déployée à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé a encore une fois séduit par la présence des boutiques d'innovation et le génie des brillants chercheurs et innovateurs qui ont démontré, s'il en était encore besoin, qu'ils cherchent et trouvent. Nous avons au Cameroun des chercheurs qui cherchent et trouvent. C'est dans les coups de minuit que cette sobre séquence de jubilation entre génies prend fin. Et il n'y avait pas mieux qu'un alléluia louangeur pour servir de clap de fin. Des fauteuils, des lits et des rideaux fabriqués à base de bouteilles plastiques, c'est le pari dans lequel s'est lancée une association camerounaise qui lutte contre la pollution des cours d'eau. Les bénévoles des océans du Cameroun ont exhibé leur œuvre à Yaoundé au cours de la 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun qui sont tenues dans la capitale du 21 au 23 février dernier. Reportage Arnaud Basileking et Daniel Normis. Un dépotoir de bouteilles plastiques à ciel ouvert, c'est le spectacle désolant qu'offrent les cours d'eau du Cameroun depuis quelques années. Des bouteilles plastiques source de pollution, mais aussi de maladies hydriques, car la stagnation qu'elle entraîne transforme les eaux en véritables incubateurs pour des insectes comme l'anophèle femelle, responsable du paludisme. Ce problème causé par le consumérisme débridé de l'homme n'est heureusement pas une fatalité. Des solutions simples mais très ingénieuses existent, comme ces meubles en bouteilles plastiques, mis en vitrine au cours de la 6e édition des GERSIC.
Il porte l'estampille des bénévoles des océans du Cameroun, une association dont le cheval de bataille est l'assainissement des cours d'eau. Étant donné que toutes les rivières mènent aux océans, l'une de nos missions, c'est d'assainir les rivières. Nous assainissons les rivières, donc nous partons de là, nous récupérons les produits, nous recyclons et nous réutilisons, d'où les fauteuils que vous voyez ici présents. Des fauteuils, on fait des rideaux, on fait des lits et je vous rassure, ça a des valeurs thérapeutiques. Ça permet de se masser sans avoir besoin de quelqu'un. Même les fauteuils déjà, après une journée de travail, vous pouvez vous asseoir et vous prélasser et le tour est joué. Ce mobilier avant-gardiste a déjà la cote auprès du public, car en plus d'être confortable, il règle certaines des grandes problématiques de l'heure. Souvent, des moments, je suis très fier d'être Camerounais et consommer Camerounais. Enfin, nos forêts respireront. Nous sommes fiers de valoriser le potentiel et que le gouvernement donne des appuis à ce genre d'invention. C'est tellement confortable. Ça n'est pas des histoires qu'on achète des gros. Je suis bien assis et je me sens très bien. Je crois qu'enfin la solution est là. Parce qu'en Vannes, par exemple, on avait trop de problèmes, les eaux étaient bouchées à cause des bouteilles où on ne savait pas où jeter. Je crois que maintenant, avec l'appui de madame, elle a été ingénieuse, moi je pense que la solution est là, on va enfin respirer. Et l'eau va enfin circuler. Non seulement on est bien assis et puis ça passe. Pour ce canapé, il faut compter environ 1500 bouteilles plastiques et pour ce petit fauteuil, environ 500 bouteilles. Leur durée de vie est d'environ 500 ans. Autant dire un bon investissement que l'on peut transmettre de génération en génération. Cette autre innovation que nous vous convions à découvrir n'est pas de celle que l'on mange, mais elle est suffisamment intéressante pour que l'on vous en parle. C'est dans un stand de l'Université des Montagnes que nous avons découvert de réelles avancées technologiques, notamment en matière de couveuses humaines et d'imagerie à résonance magnétique. Reportage Nicolas Bessolo et André Marinbida. Cet engin aux allures de valise est ce que les médecins appellent un extracteur d'oxygène. Vous en aviez probablement déjà vu un. À l'hôpital, c'est l'équipement dont l'utilité a souvent épargné plus d'un de mortelles suffocations. Mais dans ce stand de l'Université des Montagnes, il y a aussi quelques singularités qui donnent un goût de particularité à ce gadget. Il permet de produire simultanément 3 gaz, l'oxygène, l'azote, l'air comprimé. Et la particularité de cet équipement, c'est qu'il est mobile. Nous avons justement réalisé cet équipement dans une valise pour montrer la portabilité de l'équipement. Donc, dans les hôpitaux, on utilise des bonbonnes pour chacun de ces gaz. Et là, avec l'air ambiant, on produit tous ces gaz simultanément ici pour gérer les problèmes d'insuffisance respiratoire. Dans l'histoire de chaque naissance prématurée, il y a cet appareil. Les profanes parlent de couveuse, les lumineux évoquent un incubateur néonatal. Dans un pays où c'est 28% de bébés prématurés qui meurent dans les bras des sages-femmes, cette innovation, en plus du déjà entendu que l'on assène dans les maternités, suggère quelque chose de prométhéen pour que survivent les bébés dans les berceaux. Alors, la particularité de notre incubateur, c'est qu'il regroupe il a intégré 2 autres équipements que les autres n'ont pas. Nous avons l'incubateur qui gère notamment la température, l'humidité, pour mettre le bébé dans les conditions de température qu'il faut. Mais nous avons aussi intégré dans cet incubateur un pèse-bébé qui va permettre de contrôler le poids du bébé pendant cette phase de naissance. Nous avons ensuite intégré une table radiante sur cet équipement qui va irradier le bébé avec des UV pour permettre de gérer des problèmes de jaunisse. Ça, c'est donc les spécificités de notre équipement. Nous avons aussi développé à l'Université des Montagnes une carte universelle pour la réhabilitation des incubateurs. Vous voyez, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'incubateurs qui vont au rebut parce qu'il n'y a pas suffisamment de maintenanciers pour permettre de les mettre en fonctionnement. Donc, nous avons proposé une carte universelle pour gérer tout type d'incubateur. Une autre innovation, probablement la plus compliquée de toutes, l'électrophono-cardiogramme. L'appellation à elle seule résonne comme un bruit de Kalachnikov.
Lui également est un tout en un dont se serviront très bientôt les spécialistes du cœur pour résorber la dangerosité des morts subites. On connaît également le phonocardiogramme, on connaît l'électrocardiogramme, mais nous avons regroupé les deux en un équipement et nous avons ajouté de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter les pathologies cardiaques. Donc, nous proposons ainsi un outil d'aide au diagnostic médical des pathologies du cœur. Nous vous le concédons, ces innovations ne sont pas de celles que l'on mange. Mais c'est très probablement dans une couveuse comme celle-ci que sera épargné le pronostic vital de votre bébé, à qui, des années plus tard, vous offrirez une glace. Et nous nous demandons comment vous dégusterez ce jus de piment quand votre cardiologue vous l'interdit fermement. L'un des stands les plus visités de ces GERSIC 2018 aura été celui-là qui proposait la dégustation du vin de palme. Un vin de palme auquel l'ajout de certaines écorces et d'autres matières naturelles conférait des vertus plutôt particulières. Reportage. Au regard de ces longues files humaines, on se croirait à un événement majeur. Et pour majeur, la découverte l'est, la raison aussi. Ici, dans ce stand, le vin de palme coule à flot et c'est tout le monde qui veut s'en abreuver. Et tous ceux qui y goûtent repartent satisfaits car c'est un vin de palme pas comme les autres. Tout le monde a goûté cela et vous voyez des responsables qui viennent de gauche à droite pour venir le boire. Donc déjà, je reprécise encore, ce monsieur-là, c'est un naturopathe déjà. Et ce qu'il fait pour nous, parce que ça nous aide beaucoup. Nous qui en quelque sorte, qui ne gérons pas trop ces histoires je vais dire quoi, des écorces. J'en consomme parce que c'est traditionnel en fait. C'est l'essence même de ce que nous avons ici en Afrique. Au lieu de consommer la bière ou les essences qui viennent de l'extérieur. Et en plus, ils disent que ça nettoie. Bon, je vais voir si ça nettoie. Hein. L'objet de cette affluence, le voici. Des bouteilles de vin de palme dans lesquelles le propriétaire du stand, naturopathe, ajoute une poudre d'écorce d'arbre qui, selon lui, posséderait des vertus énormes. Extrait. Ce produit s'appelle Yaminjiba en Béchi, que l'on français appelle le chlamydia. C'est comme le chlamydia qui prend ces produits. Elle est contre le chlamydia, les mycoses, les infections de la peau, les démangeations du corps qu'on appelle Njiba en Béchi. Ça mène un nettoyage d'organes génitaux, d'organes généraux de l'homme. Le sang, ça lave, ça purifie les reins, ça nettoie tout le corps en général. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine et d'une technique mise en place depuis des années. Je fais bien mon travail. Depuis 20 ans que je fais ce travail dans les bonnes humaines. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de monde en train de venir pour nous consommer ces produits bien en train de décomposer. Le vin de palme, tout le monde le connaît et tout le monde en consomme. Mais cette poudre de plusieurs écorces, enrichie à ce que notre médecin traditionnel appelle sel du village, lui confère une toute autre vertu, celle médicinale. Un côté qui a déjà reçu l'assentiment de la population camerounaise. Pour preuve, les nombreux adeptes aperçus dans ce stand pendant toute la durée des GERSIC 2018. La transformation des produits de l'agriculture locale a occupé une place de choix au cours de ces journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Une des pépites mises en exergue ici, c'était la farine faite à base de peau de manioc, pouvant servir à fabriquer tous les classiques de la boulangerie et de la pâtisserie. Une farine made in Cameroun dont le procédé est déjà breveté par l'OAPI. Reportage Arnaud Basileking et Daniel Normis. Il y a quelques années, ces peaux de manioc échouaient dans des poubelles ou faisaient office de nourriture pour porcs et autres ruminants. Mais depuis 3 ans, cet artisan camerounais leur offre un destin plus noble, notamment celui de les transformer en farine. Une farine bio, affirme-t-il, préposée aux classiques de la boulangerie comme les gâteaux et les beignets, mais qui sert aussi à préparer cette bouillie onctueuse. Nous avons une farine, elle est naturelle, c'est une qualité à valoriser. Dans d'autres farines, nous constatons qu'il y a des éléments comme le blé, le gluten. Notre farine n'en a pas, puisque nous avons essayé de faire autant faire ce peu, trouver des moyens pour pouvoir bien quadriller notre système de traitement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire sans hésiter que nous avons bien fait notre travail. Un travail sanctionné par un brevet d'invention, assorti d'une disquette décernée par l'OAPI.
Cette farine et ses dérivés regorgent d'une pluie de vertus. Dans la peau de manioc, nous trouvons des éléments comme les fibres. En agogo, nous avons le potassium, nous avons du calcium, nous avons des fer, nous avons la vitamine C et D, nous avons des protéines dans cette peau de manioc. Des peaux de manioc qui sont une niche d'emploi pérenne. Dans notre business, nous pensons que nous devons engranger 1000 à 1500 emplois. Et vous voyez ce que ça peut faire. Nous ne venons pas dire qu'on peut éradiquer totalement et en entier le chômage au pays. Non. Avec les 1500 et 2000 emplois que nous pouvons créer, indirects ou directs, ça fait que le chômage peut être réduit. Mais il y a un obstacle de taille, celui du financement. Aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs, des personnes qui ont ce pays, le Cameroun, qui ont de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi faire. Mais moi, j'ai besoin des gens. Moi, j'ai les idées, que la personne m'apporte de l'argent pour qu'on travaille. Moi, je suis prêt au partenariat. Avis donc aux banques et à l'État, dont l'accompagnement est nécessaire pour la suivi de cette filière prometteuse. Nous quittons les GERSIC pour parler d'un produit tout aussi innovant par ses vertus. Il remplace parfois le bois de chauffe. Il aide de nombreuses familles à s'alimenter au quotidien et surtout dans la réalisation de barbecues de toutes sortes. Lui, c'est le charbon de bois dont plusieurs ne connaissent que cette utilisation première seulement. Le charbon de bois possède en lui d'autres vertus qui font de lui le produit à avoir continuellement dans sa maison. Reportage. Il est parfois difficile d'imaginer le charbon de bois aidant à autre chose qu'à la cuisson ou dans les barbecues de toutes sortes. Pourtant, contre les odeurs de chaussures, de maison et même les odeurs corporelles, il peut être d'une aide efficace. Il vous suffira simplement de déposer à tous ces endroits un morceau de charbon de bois et l'odeur s'envolera. Il est tout aussi efficace dans la conservation des denrées alimentaires. Des légumes laissés dans une solution à base de charbon de bois conserveront leur fraîcheur pendant de longs jours. Une soupe d'arachide et autres dont la conservation aura été négligée peut retrouver toute sa saveur si on y dépose quelques morceaux de charbon de bois. C'est sur le plan de la santé que toute l'efficacité du charbon de bois se laisse apprécier. Contre les ulcères, contre le cholestérol, le charbon de bois apaisera tous vos maux. Il vous suffira juste d'en faire une solution avec sa poudre et de l'eau et la boire. Contre les ballonnements ventraux, ce mélange agira aussi. En cas de surmédication ou de mélange médicamenteux entraînant vertige et autres, il vous sera aussi d'une aide précieuse. Les vertus du charbon de bois feront aussi leur étalage sur votre peau en cas de problème. Si vous voulez faire disparaître l'acné sur votre visage et guérir tout autre bouton, une pâte faite à base de ce produit vous y aidera. Votre peau serait-elle contaminée par un virus? Vous souffrirez de dartre ou de toute autre maladie de la peau. Inutile de prendre des produits chimiques. Juste une pâte à base de charbon de bois vous soulagera. Vous avez une blessure qui tarde à guérir. Déposez-y de la poudre de charbon de bois et vous verrez le miracle se produire. Cette même poudre mélangée avec l'aide d'une tige de bananier blanchira vos dents en une semaine. Le charbon de bois est un dessoulant incomparable. En mâchant juste un morceau, vous serez de nouveau d'attaque pour repartir. Après une nuit arrosée, si vous ressentez de la fatigue ou de la gueule de bois, prenez du charbon et vous serez en forme. Il vous permettra aussi d'enlever les taches les plus tenaces de vos carreaux, lavabos, éviers et autres en frottant à l'aide soit de la poudre ou tout simplement d'un morceau de charbon de bois. Dans le domaine de l'agriculture, le charbon de bois fait office d'engrais bio puissant et qui aide aussi dans toutes les cultures. Il peut être important dans l'élimination des restes d'engrais chimiques contenus dans les aliments. Il vous suffira alors pour cela de les laisser dans une solution d'eau et de charbon de bois. Nous vous invitons donc à avoir du charbon de bois chez vous. Cela pourrait s'avérer utile. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur Agriculture Télévision. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.
Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agri TV pour votre session d'information. Tout de suite, les titres. De la 6e édition des Journées de l'excellence et de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, GERSIC 2018, nous en reparlons dans cette édition. L'événement qui s'est achevé ce vendredi 23 février aura laissé dans nos mémoires des souvenirs indélébiles que nous vous invitons à partager avec nous. Le miel est une substance sucrée de couleur blonde produite par des abeilles à partir de nectar ou de miela. Produit vivant comme les fruits, ses vertus sont innommables, mais sa production au Cameroun reste encore quasi artisanale. Pourtant, c'est une denrée à un fort potentiel économique, comme nous le verrons. L'agriculture biologique est de plus en plus pratiquée dans le monde et le Cameroun ne reste pas à la traîne de cette nouvelle donne de production qui a désormais le vent en poupe. Bienvenue à tous. Le charbon, il peut aussi être écologique. La preuve nous a été servie lors de ces journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Un moyen dont les ménages se serviront désormais pour allier cuisson et protection de l'environnement. Découvrez le charbon vert dans ce reportage d'Arnaud Basileking et André Marimbida. Régulièrement, nous vous avons appris qu'il y a une autre vie que vous pouvez donner à vos ordures ménagères. Une vie moins désolante que le fond nauséeux d'un bac à ordures ou encore la purulence de l'égout d'à côté. C'est au GERSIC que nous avons trouvé l'infaillibilité de notre conseil, dont l'utilité peut également être salvatrice quand votre bouteille de gaz vous fait une infidélité. L'environnementaliste que vous regardez à l'instant est, sous ce ciel, l'inspirateur d'une ébullition qui va très bientôt embraser le landerneau écologique national. Le charbon vert. Évidemment, la noirceur habituelle est la même. Sauf que pour une fois, il n'a pas fallu vouer des hectares de forêt à une destruction ravageuse. Alors, nous mettons en vitrine au cours de ce GERSIC le charbon écologique produit à partir des ordures ménagères. C'est une véritable innovation camerounaise au service du développement durable du Cameroun. Pour obtenir ces pépites, une ingéniosité inouïe a été mise en branle et surtout une abnégation nécessaire pour fouiner dans une poubelle. D'abord, la prolifération de ces ordures dans les villes du Cameroun, Douala et Yaoundé, la déforestation des bois de mangrove à Douala et d'autre côté le problème de l'accès à l'énergie de qualité pour les populations les plus pauvres. Vous le trouverez peut-être un peu prétentieux, mais cet innovateur promet à qui veut l'entendre que ces tonnes de sciure qui encombrent votre cuisine ne valent rien à côté de ces quelques centigrammes de charbon vert. Un binôme qualité-prix que l'on a récompensé au Maroc il y a 1 an. L'habitude du packaging a déjà fait son entrée chez les charbonniers, avec autant d'élégance qu'une confiserie. Du jus, du thé, de la viande faite à base de champignons. Ces produits faisaient partie des vedettes de la 6e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation qui sont entrées en gare vendredi dernier à Yaoundé. Des produits made in Cameroun qui regorgent d'une large palette de vertus et certifiés 100% bio par les inventeurs Arnaud Basileking et Daniel Normis. Sur les étals de ce stand bien achalandé se trouvent uniquement des produits à base de champignons pleurotes. La star, la voici. Du jus de champignons à 100% affirme son inventeur et dont les valeurs à la fois nutritives et thérapeutiques sont légion. Premièrement, c'est que ça renforce le système immunitaire parce qu'il favorise la fabrication des globules blancs. Donc c'est très important. Ça, c'est l'une des propriétés capitales de ce produit. Autre chose, c'est que quand vous le prenez, il entretient le cœur. Il entretient le cœur et il permet également, il assure le bon fonctionnement du foie, ce produit. Il réduit également le taux de sucre dans le sang. Donc c'est très bien pour les hypertendus, c'est très bien pour les diabétiques. Dans cette bouteille, un concentré de vitamine D. M. Fodjo assure que ce jus est la bête noire des ulcères gastriques chroniques. 2 verres consommés quotidiennement et au bout de 2 bouteilles, vous pouvez dire adieu
aux brûlures d'estomac. Et si après une journée exténuante, vous avez besoin d'un regain d'énergie, pourquoi pas un thé aux champignons? C'est un revitalisant, il contient toute la gamme de vitamines, vitamine B, toute la gamme de vitamine B. Il contient également des sels minéraux et c'est excellent également pour le système, pour renforcer le système immunitaire. En bonne place sur ces étals figure aussi de la bouillie aux champignons, un adjuvant pour la bonne alimentation infantile. Cette bouillie, je vous assure, il combat la malnutrition. Oui, vous avez un enfant qui veut, vous voulez que cet enfant grandisse bien, il le prend. Mais il est enrichi de carottes, il est enrichi de bananes, il est enrichi de soja, de papaye et de la farine et de maïs. Pour la santé de votre peau, vous avez ici de la glycérine aux champignons, riche en vitamine E. On a pensé à tout le monde dans ce stand, notamment à ceux qui veulent changer leur régime à base de viande rouge. Voici des brochettes de viande de champignons. C'est une viande végétale blanche, sans cholestérol, contenant des acides aminés essentiels dont le corps a besoin. Nous avons fait une expérience, on s'est rendu compte que si vous prenez 1 kg de champignons frais, pour avoir les acides aminés essentiels, les mêmes acides aminés essentiels, il faut consommer 60 œufs de poule. Si vous prenez 1 kg de champignons frais, il faut également 12 kg de lait de vache pour avoir la même quantité d'acides aminés que nous retrouvons dans ces champignons. Tous ceux qui ont goûté à cette viande n'ont pour elle que des superlatifs. Très esquisses, on dirait des émincés de viande. On a pressé dans des bâtonnets. En fait, on ne sent pas la différence. Si on ne vous dit pas que ce sont des brochettes de champignons, vous pensez que c'est de la viande, les émincés de viande, comme je disais tantôt. La cerise sur ces champignons, c'est que tout le monde peut les cultiver à la maison, selon cet expert. Avis donc aux amateurs. Au Jersic, on a également pensé à la luminescence de votre peau. Ce reportage d'Arnaud Basile-King et d'André Marimbida, qui arrive dans un instant, vous convie à la découverte d'une gamme de produits éclaircissants dont les principaux ingrédients sont céréaliers. Un clin d'œil à ceux qui peinent à trouver satisfaction dans les parfumeries. Regardez plutôt. Quand nous avons regardé cette image, impossible pour nous de ne pas nous souvenir de la sorcière Karamba, à qui le petit Kirikou donne du fil à retordre dans le long métrage du même nom. Sauf que pour cette pauvre dame, cette peau de crocodile qui lui a certainement déjà valu un divorce et de nombreux sobriquets du genre Mamine Jansan aurait pu bénéficier des bienfaisants centilitres qui font le plein de ces laits éclaircissants. Nous sommes au Jersic et dans ce stand, le maquillage se veut responsable et précautionneux. Ces spas dermatologiques sont un mélange harmonieux de maïs, de citron et de soja. Autrement dit, ce qu'il faut pour que votre mari ait encore envie de vous faire un bisou. Avec ce produit, vous utilisez une fois par semaine, votre peau reste douce, frais et proche et propre. Des incrustations. Vous voyez, à un certain moment donné, le serpent enlève sa vieille peau, continue avec la nouvelle. Or, nous ne faisons pas, le simple savon ne lave pas. Il n'y a que ce produit pour faire cela. Les hommes et la purulence de ces barbes de salafistes qu'ils trimballent et qui empestent souvent une sueur que le savon de Macabo élimine difficilement. Messieurs, retrouvez le sourire de vos compagnes avec cette lotion essentiellement faite de ce qui reste d'un corosol. L'acné à cause de laquelle madame commence à trouver certains visages bien plus agréables à regarder que le vôtre, vous laissera la peau tranquille et lisse. C'est la vitamine E médicale, fait à base des extraits de tournesol. Nous avons expérimenté la culture de tournesol au Cameroun. Ça essaye de marcher, mais nous pensons qu'avec le temps, nous allons pouvoir développer cela parce que ce sont des cultures tropicales. On pense qu'ici chez nous, tout ce qui pousse à l'Europe peut pousser ici chez nous. Et on en a fait l'expérience, on a constaté que c'est vrai. Pour le moment, nous sommes un peu en rupture parce que le tournesol cette année n'a pas beaucoup produit, mais nous espérons que dans les années à venir, nous pouvons le faire. Et la vitamine que nous avons à base de tournesol, c'est un excellent antioxydant
quand je dis antioxydant, beaucoup de gens vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Ça renouvelle les structures de la peau vieillissante. La majorité des femmes qui ont utilisé les produits cosmétiques éclaircissants et que la mélanine a été détruite, avec ceci, la peau se régénère petit à petit et à la longue, la peau reste propre. Honnêtement, qui aimerait présenter un visage aussi éruptif à ses parents? Quittons les Gersiques pour parler de tout à fait autre chose à présent. Les produits bio sont de plus en plus demandés tant dans le marché national qu'international. Dans les pays industrialisés, comme chez nous en Afrique, l'heure est au retour à l'agriculture biologique, celle-là même qui n'a pas besoin d'engrais chimiques, qui respecte l'environnement et vibre au gré des saisons. Reportage. L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturelles et d'élevage soucieux du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi d'intrants. L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui met carrément de côté tout élément chimique. Les bénéfices que la société peut retirer de l'agriculture biologique sont multiples en termes de création d'activités et d'emplois, de préservation de la qualité des sols, de la biodiversité de l'air et de l'eau. Ce mode de production permet d'expérimenter en vraie grandeur des pratiques innovantes, respectueuses de l'environnement et qui sont susceptibles d'être développées plus largement en agriculture. En quelques mots, l'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui offre aux consommateurs une nourriture savoureuse et authentique tout en respectant les cycles naturels des plantes et des animaux. Pour atteindre cela, l'agriculture biologique se fonde sur un certain nombre de principes et de pratiques pour réduire au minimum notre impact sur l'environnement en travaillant la terre de manière aussi naturelle que possible. Pour ce faire, les pratiques de l'agriculture biologique incluent la rotation des cultures, des limites très strictes sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'interdiction des organismes génétiquement modifiés, l'utilisation des ressources de la ferme comme engrais ou des aliments produits sur place pour les animaux d'élevage, le choix d'espèces végétales et animales résistantes aux maladies et adaptées aux conditions locales, l'élevage en plein air et en libre parcours et l'alimentation des animaux d'élevage avec des aliments d'origine biologique et des pratiques d'élevage adaptées aux différentes espèces animales. Au Cameroun, des séminaires en vue de la promotion de l'agriculture bio sont de plus en plus organisés et les agriculteurs se lancent dans un mode de production avec assez de bonheur. J'avais une commande de 500 tonnes de céréales bio. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu satisfaire le client parce que après avoir fait des analyses, nous nous sommes rendus compte que le taux de résidus de pesticides était très élevé. Et c'est par ce client que nous sommes dirigés dans les produits qui sont agréés à l'agriculture biologique. Les 3 premiers mois, c'était la maîtrise avec l'encadrement de notre ingénieur. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre objectif est presque atteint. Contrairement à une idée répandue, l'agriculture biologique n'interdit pas l'utilisation des pesticides et d'engrais. Au total, il y a plusieurs centaines de pesticides autorisés en bio. Les produits sont regroupés, en fait, sont catégorisés en 6 groupes. Oui, parmi ces groupes, nous avons des insecticides. Ce sont des produits en fait qui luttent contre les insectes et ce sont des répulsifs. C'est utilisé pour toutes les cultures en fait, que ce soit les cultures maraîchères, que ce soit les agrumes, les arbres fruitiers. Et une autre gamme de produits, ça concerne les biotechnologies, on appelle ça technologie bionutritionnelle. En fait, ce sont des produits qui boostent le rendement. Nous avons également ce qu'on appelle les produits spécifiques. C'est par exemple le calcitop qui est un produit riche en calcium. Et ça vient donc apporter du calcium à la plante. Et aussi à côté on a les produits spécifiques, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont juste spécifiés
pour une zone donnée, par exemple pour des zones alcalines, pour des zones salées. En définitive, les rendements du bio sont en général inférieurs à ceux du conventionnel, ce qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. La charge de travail des exploitants est en outre accrue par l'impossibilité du recours aux produits chimiques. En revanche, le bio comporte des avantages à la fois pour le consommateur et pour l'environnement, notamment par la préservation des sols et des nappes phréatiques, ainsi que par la moindre consommation d'eau et d'énergie. De nos jours, les aliments bio ont la cote sur le marché. Se spécialiser dans ce type d'agriculture, c'est relever perceptiblement son niveau économique. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur son environnement. Une activité qui nécessite beaucoup de travail, mais qui, à la fin, fait sourire tous ceux qui s'y engouffrent. Reportage. Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon les variétés d'abeilles, les climats et les niveaux de développement économique. C'est une activité où se rencontrent encore aujourd'hui des méthodes ancestrales comme la récolte du miel par pressage des rayons, mais aussi des méthodes modernes comme l'extraction par force centrifuge, l'insémination artificielle ou l'étude du trajet d'abeilles équipées de micro-réflecteurs radars. L'implantation d'une ruche ouvre souvent la porte à des projets plus variés. Très régulièrement, des potagers sont aménagés près des ruches, que ce soit en jardinière ou en pleine terre. Les abeilles sont des pollinisateurs hors pair et la présence d'une ruche dans un verger ou un potager augmente la production de fruits et de légumes de 25% et ceux-ci sont de bien meilleure qualité. La particularité donc du miel que nous produisons ici dans le village Elumden, plus particulièrement au quartier d'Emvout, est que nous avons donc enrichi nos vergers. Et dans ce verger, vous allez constater que vous allez trouver les plantes médicinales que nous avons mises au sol. Parmi ces plantes, il y a par exemple les citronniers, le corosolier, les pamplemoussiers, les manguiers, les safoutiers. Ce sont donc ces plantes-là qui grandissent et fleurissent. Et les abeilles viennent donc prélever le principe actif pour produire ce miel. Les abeilles favorisent ainsi la biodiversité végétale. Lorsque l'on pratique l'apiculture urbaine, on se sensibilise à son environnement floral, mais aussi à tous les autres pollinisateurs. Planter des essences mellifères sert aussi à donner un coup de pouce à tous ces petits insectes si discrets, mais sans qui nous n'aurions plus grand-chose à manger s'ils disparaissaient. Le maïs va donc sortir, il y aura la floraison. Les abeilles vont donc prélever le principe actif, donc le pollen, sur le maïs et produire et aller directement dans le rucher avec. Et puisqu'il y aura la prédominance du maïs dans le champ, dans ce verger, le miel qui serait produit ici là serait du miel au maïs. Au Cameroun, l'apiculture traditionnelle est la plus pratiquée, mais les pratiques sont tout de même très diversifiées, allant de l'activité de cueillette à l'apiculture moderne, en passant par diverses pratiques traditionnelles empiriques ou améliorées. L'industrie du miel est pourtant assez développée ici. En effet, le Cameroun produit dans l'ordre de 1000 tonnes de miel et 200 tonnes de cire par an. Ces produits sont en majeure partie destinés à l'exportation vers le Nigeria et l'Europe, où la demande devient de plus en plus croissante. Et le miel, tout que les gens sous-estiment, il y a beaucoup de négligence au niveau de l'apiculture, c'est un constat. Je fais même appel au ministre de l'Agriculture vraiment de faire un penchant sur notre filière. Parce qu'on passe plus à l'agriculture et on oublie l'apiculture. Alors que l'apiculture a des effets positifs et très riches. Déjà avec ses vertus thérapeutiques, vraiment on peut aller très loin avec ça. En effet, le manque de formation des acteurs donne lieu à des exactions. Les pratiques de récolte diffèrent très peu de celles de la cueillette sauvage, très fréquente dans les régions de forêt tropicales. Les chasseurs de miel abattent des arbres pour pouvoir atteindre les colonies sauvages, nichant dans des cavités naturelles. Dépourvu d'équipement de protection et muni d'une torche, il va brûler les abeilles ou étouffer la colonie en envoyant de la fumée à l'intérieur de la cavité. Une fois les abeilles mortes, il ouvrira la cavité pour emporter le butin.
Le miel n'est généralement pas de bonne qualité car il possède beaucoup d'impuretés et un goût de fumée très prononcé. Une première solution serait alors d'utiliser des ruches traditionnelles dites améliorées, possédant 2 ouvertures. Dans l'ouest du Cameroun, ces ruches sont très présentes et maîtrisées par les apiculteurs. Dans notre pays, certains apiculteurs utilisent également des ruches semi-modernes à barrettes, très bien adaptées, ou des ruches modernes plus complexes à maîtriser. On les retrouve principalement dans l'Est et le centre Cameroun, mais également dans les autres régions. Le potentiel apicole au Cameroun est très élevé et les apiculteurs déjà nombreux. La flore y est diversifiée et spécifique à chaque région. Mais il existe aussi des freins au développement de l'apiculture dans notre pays qui sont principalement les feux de brousse, le déboisement et le manque de formation. L'apiculture, voilà aussi un filon pour tous ceux qui veulent se développer assez rapidement. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui l'ont élaboré. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir. Fait notre plaisir. Bonsoir et à demain. Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'AgriTV pour votre session d'information. Tout de suite, le sommaire. 108 000 emplois verts en gestation. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion des emplois verts au Cameroun en peaufinage au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Une information qui nous amène à nous interroger sur la signification même du terme emploi vert. Dans ce journal, nous aborderons le sujet lié au développement d'une filière, l'aviculture. Dans le domaine de l'élevage des poulets dits du village, une innovation vient d'être faite, celle d'un incubateur solaire d'œufs. Vous en saurez plus dans cette édition. Et puis la patate douce, tubercule apprécié par les uns et non par les autres, détient pourtant un fort potentiel tant économique que nutritionnel. Nous vous en dirons plus vers la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par les faits d'armes du bois camerounais. En effet, des statistiques de l'Organisation internationale des bois tropicaux ont révélé qu'au cours de l'année 2017, le Cameroun a assuré 12% des expéditions de boissiers vers les États-Unis d'Amérique, ce qui en fait le 3e exportateur après l'Équateur et le Brésil. Une performance qui laisse pour le moins songeur quand on se souvient que c'est ce même bois que l'on boude depuis quelque temps en Chine et au sein de l'Union européenne. Voici l'analyse d'André Marimbida. Voici une révélation qui a eu un effet détonnant chez ceux qui sont attentifs à tout ce qui se passe dans les scieries. Détonnant simplement parce que l'on ne s'y attendait pas du tout. Aux États-Unis, le bois camerounais est dans le top ranking des châtaigneraies et autres marmonteaux d'ailleurs, et qui servent à construire ces chalets qui donnent du surréalisme aux téléréalités américaines. Le Cameroun est, selon des vérités statistiques contenues dans un rapport encore récent de l'Organisation internationale des bois tropicaux, le 3e fournisseur de l'oncle Sam. Autrement dit, c'est 12% des expéditions de bois sciés qui quittent la méridionalité nationale pour solidifier la somptuosité des buildings new-yorkais. Devant le Cameroun, il y a l'Équateur, pays d'Amérique latine,
qui a fourni 26% de ses importations de bois scié aux États-Unis. Cela signifie bien plus que le concurrent brésilien qui n'a pas fait mieux que ses habituels 21%. En Afrique, notre pays fait office de prince des fournisseurs auprès du mammouth américain. Le voisin congolais demeure fidèle à ses 6%, tandis que Ghanéens et Ivoiriens ont eu la vie dure sur le quai des ports américains avec respectivement 4% et 1%. Évidemment, le vaudou n'est pas la science à laquelle l'on s'est référé pour amplifier la commercialisation du bibinga dayos ou de l'essingan de Mengeme sur le marché américain. Chez Donald Trump et les siens, les besoins en acajou ont plus que triplé à fin octobre 2017. À cela, vous ajoutez le sapeli, dont les récentes importations ont propulsé le Cameroun vers les admirables hauteurs d'un classement qui confère solennité et prestige à quiconque sert souvent de mamelle nourricière à la première économie mondiale. Au début de cette analyse, nous vous avons parlé de surprise. La surprise, c'est parce que ce bois camerounais, le même que celui qui donne de l'agitation dans les écrans de Wall Street, que l'on a au nid sous le ciel de l'Union européenne. À Bruxelles, beaucoup rechignent à acheter les grumes d'ici à cause de l'obscurité qui assombrit la réalité juridique de certaines exploitations forestières. Info ou intox, allez donc découvrir la vérité. Nous vous l'annoncions en titre, le gouvernement camerounais entend créer 108 000 emplois verts. C'est dans le cadre du programme de promotion de ce type d'emploi que peaufine actuellement le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'initiative a pour but la lutte contre le chômage et la préservation de l'environnement. Seulement, une question se pose. Qu'entend-on réellement par emploi vert? La réponse dans ce reportage. L'emploi vert est une notion qui commence sa maturation vers la fin de l'année 2009. L'environnement et le développement durable sont en effet au cœur des débats après le krach financier de l'été 2009, les effets avérés des changements climatiques et la lutte contre la délocalisation du travail. L'emploi vert concerne l'économie verte. Il regroupe les fonctions directement liées à l'environnement, à savoir la protection de la nature, de la biodiversité, des paysages et j'en passe, et celles associées à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le secteur des énergies renouvelables est la locomotive même de l'emploi vert. Ces emplois sont au cœur du développement durable. Ils apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l'environnement, du développement économique et de l'inclusion sociale. En engageant les gouvernements, les travailleurs et les employeurs à être des agents actifs du changement, l'Organisation internationale du travail promeut l'écologisation des entreprises, des méthodes en milieu de travail et du marché du travail dans son ensemble. Ces efforts contribuent à créer des emplois décents, à améliorer l'efficacité des ressources et à construire des sociétés durables à faible teneur en carbone. Au Cameroun, en prélude à l'implémentation du programme de promotion des emplois verts qui doit générer pas moins de 108 000 postes entre 2018 et 2022, le gouvernement vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt à l'effet de préqualifier des cabinets locaux devant participer à l'appel d'offres restreint pour l'élaboration de la cartographie des emplois verts au Cameroun. Car, selon le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Zachary Perivet, il est nécessaire d'élaborer une nomenclature et une cartographie des métiers verts pour mieux amorcer l'opérationnalisation du programme de promotion des emplois verts. Le cabinet retenu sera donc chargé d'élaborer une fiche d'identification des activités relevant de l'économie verte, de cataloguer les métiers ou les emplois verts et verdissants si importants, de répertorier les bassins d'emploi verts existants, de dresser les principales cibles de professionnalisation et un modèle de navigation professionnelle dans ces métiers, de ressortir les principales activités vertes identifiées par grand bassin, de proposer une carte générale des emplois types pour chacune d'elles. Cette initiative qui vise à lutter contre le chômage et la pauvreté en veillant à la gestion rationnelle de l'environnement urbain et rural à travers la promotion des emplois qui seront essentiellement liés à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques.
Le programme devra faciliter les actions d'orientation des jeunes par la formation vers des activités d'économie verte. Il devra également favoriser le développement des plateaux techniques dans les métiers du verre, notamment la transformation des déchets ainsi que les activités de protection de la forêt et de la couche d'ozone. Comment développer une filière professionnelle de poulet du village? L'Agence universitaire pour l'innovation s'est penchée sur la question en créant le concept Poulet Label. Concrètement, l'idée de cet institut privé basé à Tchang est de juguler la dépendance de l'aviculture locale aux importations d'aliments, de machines et de produits sanitaires, entre autres, via la fabrication de machines et d'intrants locaux, à l'instar d'un incubateur et d'une machine à écraser de la nourriture pour poulets inventée par ces chercheurs et qui fonctionne à l'énergie solaire. Kwam Simo et Daniel Noknis. L'aviculture camerounaise se développe essentiellement sur des souches, je vais dire importées, très dépendantes de l'extérieur, pour l'alimentation, pour le suivi sanitaire, pour même la casse, même l'habitacle des poules aujourd'hui, on a des batteries qui nous viennent de l'étranger. Après, pour les œufs, on a des incubateurs qui nous viennent de l'étranger. Tout est, il n'y a que la main-d'œuvre qui est localisée. À l'effet de pallier ces problèmes, ces chercheurs de l'Agence universitaire pour l'innovation basée à Tchang ont créé le concept de poulet label. Dans le fond, il s'agit d'une forme d'élevage des variétés de poulets du terroir, pratiquée par nos mamans depuis Mathusalem, mais de façon artisanale et aléatoire. L'innovation du concept de poulet label est dans la forme, c'est-à-dire dans la professionnalisation de cet élevage, pratiqué dans les chaumières. Nous, on a réfléchi et on a eu un financement CDD pour le faire, pour se dire comment est-ce qu'on peut avoir une filière professionnelle de poules du village. Donc on a commencé par la sélection génétique des souches qui existent, pour voir comment on peut avoir une souche qui a le rendement qui permet d'avoir une viabilité économique. Et donc on a fait tout un projet, si bien qu'aujourd'hui on a des faits. On sait que tel type de poule, nourri de telle manière, avec d'autres maïs, avec des choses comme les farines d'asticot, qu'on peut faire nous-mêmes, au bout de 4 mois, elle commence à pondre. Au bout de 4 mois et demi, pour celles qu'on a engraissées, on a des 6 kilos, des 3 kilos, avec des coûts de revient de l'ordre de 6 000. Donc c'est jouable d'avoir à grande échelle la poule du village. Et il vaut mieux pour nous quand même, au lieu d'avoir un aviculteur qui fait 100 000 sujets. C'est-à-dire des grosses unités de poules, de fermes, alors qu'on importe tout. D'avoir 1000 petits Camerounais qui ont des unités de 1000. Ça fait les mêmes 100 000, sauf que ça fait 100 Camerounais qui travaillent. Et pour garantir la viabilité du concept, ces chercheurs ont pensé à élaguer tous les goulots susceptibles de l'étrangler, notamment en créant un incubateur qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est un appareil donc permettant d'éclore les œufs de toutes sortes, de façon artificielle. Là, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il fonctionne uniquement en 12 volts. On n'a pas besoin de l'électricité Sonel, AES Sonel ou Eneo pour que ça fonctionne. Donc on a fait ça uniquement pour des zones dépourvues d'électricité. Adieu donc le casse-tête camerounais des délestages pour les éleveurs. Le deuxième bon point pour cet incubateur solaire, c'est que son utilisation est à la portée de tous. Si la utiliser, cette machine est complètement automatique. Donc le retournement automatique, l'humidification est automatique, en fait tout est automatique. La stabilité de température est parfaite et l'autonomie est bonne. Donc en 12 volts, on a un fonctionnement impeccable de la machine. De l'avis de ses concepteurs, il coûte moitié moins cher que ses concurrents importés et son taux d'éclosion oscille entre 85 et 90%. Pour boucler la boucle du concept de poulet label, il y a cette machine à écraser solaire pour les intrants destinés aux poulets. Encore une innovation dans ce journal, des jus de gingembre, mais surtout du jus de curcuma, le tout embouteillé et offert en public qui s'habitue déjà à du vin de palme dans un conditionnement aussi commode et chatoyant que la bouteille d'un whisky. Arnaud Basile-King et André Marimbida, dans le reportage qui suit, vous montrent ce à quoi ressemblent ces délices dans un verre. Regardez plutôt. Bienvenue à BioDrink. Ici, on perd l'habitude de la bière et du whisky très vite, parce que l'on aurait trouvé mieux dans ces bouteilles qui conditionnent un jus de gingembre dans sa phase améliorée.
Il y a aussi le sirop d'oseille et ce vin de palme dont la fière allure actuelle se refera une respectabilité dans l'exotisme des buffets du terroir. La succulence de ces breuvages, que ce petit public a boudé au début, est depuis quelques minutes ce que l'on ingurgite le plus. Maintenant, nous sommes dans les produits post-agricoles. Et dans les produits post-agricoles, nous travaillons principalement sur l'ananas. L'ananas, nous travaillons avec l'ananas Caen. Principalement, c'est très bien fait et beaucoup de Camerounais s'y sont mis. Et on travaille avec tous les jeunes qui ont les champs au niveau de du grand bassin de production d'Hawaï. Et on a cette particularité d'aller sur le terrain, de choisir les carrés et que ces jeunes ne trêlent pas. On dit que les Camerounais sont faux, mais je pense que de plus en plus, on ne tend pas vers la perfection, mais on s'y met à pouvoir être compétitif. On a très rapidement compris que si on fait un peu de faux là à l'intérieur, on est plus compétitif. Voici la star de ce stand, le jus de curcuma. Un délice savoureux dont l'utilité nutritive est une cuirasse tenace qui protège contre d'éventuelles avitaminoses. Ça a tellement de vertus le curcuma, mais nous avons eu l'exploit de pouvoir rendre ça bien comestible. Par exemple, on le transforme, on fait du jus de curcuma. On s'est rendu compte qu'avec les fruits, ce sont les molécules qui s'acceptent et qui se digèrent très facilement, donc c'est très bien. On en a fait en sirop aussi, on en fait en poudre comme je vous montre là. Et les vertus du curcuma, c'est tout ce qu'on dit. Les autres ont fait les travaux, on en profite aussi. C'est aussi ça, la mondialisation. On fait l'expérience à notre niveau tout en profitant des travaux des autres. Par exemple, quand tu veux être en forme en journée, prends une cuillère à café de curcuma, tu mets dans ta tasse. Tu ajoutes de l'eau chaude, tu mets un peu de miel, peut-être un peu de ginger, un peu de citron. Tu n'auras pas faim dans la journée, tu seras en forme. Et tu vas mieux réfléchir. Soyez donc patients. Cette cérébrale exposante nous a promis que très bientôt, vous savourerez ces boissons dans certains bistrots de la ville. Le jus naturel en moins cher et en plus délectable. Elle est un tubercule apprécié par les uns et non par les autres. Elle entre de plus en plus dans la fabrication du pain made in Cameroun. Seulement, sa culture reste moins répandue. Elle, c'est la patate douce, dont le potentiel grand reste néanmoins très méconnu du public camerounais. Reportage. La patate douce est une plante extrêmement flexible. Comparée à d'autres cultures, elle pousse sous une gamme variée de conditions agricoles et s'adapte bien à la chaleur, à la sécheresse, à de nombreuses maladies et ravageurs, de même qu'à des sols pauvres et inondés. S'agissant de la pluviométrie, ses besoins sont évalués à 600 mètres cubes d'eau par cycle, avec une quantité élevée au premier stade d'installation de la plante. Les températures idéales sont comprises entre 22 et 33 degrés Celsius. La patate douce demande beaucoup de soleil pour son développement. Elle donne un rendement appréciable là où beaucoup d'autres cultures échouent. Face à la pression démographique que connaissent la plupart des pays africains, on observe une tendance à utiliser pour l'agriculture des terres considérées comme marginales. Dans de telles conditions, la patate douce offre un grand potentiel. La production de la patate douce est moins coûteuse que la plupart des autres cultures du fait qu'elle est facile à cultiver, qu'elle a un cycle court et donne en général des rendements satisfaisants. Elle demande un entretien assez régulier, mais le désherbage n'est essentiel qu'en début de développement. Malgré sa facilité et ses exigences minimes, la production de la patate douce ne paraît pas toujours très rentable dans le contexte africain. Les travaux réalisés au Cameroun par le projet de recherche sur la plante à tubercules et à racines ont montré que le coût de la main-d'œuvre, le faible rendement, la sensibilité aux pertes d'après-récolte et les bas prix de commercialisation empêchent une exploitation économique systématique. L'importance de la patate douce y est par conséquent limitée à celle d'une culture destinée à la consommation familiale. Seulement, les temps ont passé et des études en ce qui concerne sa transformation sont de plus en plus menées.
Ce qui a conduit certains chercheurs camerounais à découvrir que sa farine pouvait aider à la fabrication du pain. Depuis 2013, des associations, surtout dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays, s'y sont attelées avec beaucoup de réussite. En ce qui concerne la teneur en protéines des tubercules, la patate douce est comparable aux autres tubercules qui en possèdent autour de 2 grammes pour 100 grammes de tubercules frais, à l'exception du manioc, dont la teneur est particulièrement faible. Mais si l'on se réfère à sa production de 1 kg de protéines à l'hectare et par jour, la patate douce surplante le manioc d'un facteur de 10. Si l'on considère le champ en tant que ressource à utiliser suivant des critères économiques rigoureux, la production de la patate douce devrait jouer un rôle important dans la politique de promotion de la sécurité alimentaire dans les régions où le sol constitue un des facteurs limitatifs de la production agricole. Rappelons simplement que la patate douce peut être produite partout au Cameroun. Avis donc à tous les agripreneurs. C'est la fin de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite de l'aventure, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain. Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'AgriTV. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, le développement de l'agro-industrie camerounaise en question à Yaoundé. Des opérateurs économiques et les autorités de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun étaient en conclave ce jour au siège de la dite Chambre, avec pour but de trouver les voies et moyens de promotion et de développement du Made in Cameroun. Sortir le travail manuel de la léthargie qui est la sienne, tel est le but du projet de petites initiatives agricoles en milieu scolaire secondaire. Le projet PIAMS veut faire du travail manuel dans nos établissements une source de revenus économiques. Et puis, des innovations dans l'agroalimentaire, il en sera aussi question. Nous irons découvrir les merveilles de la pharmacopée septentrionale ainsi que les bienfaits d'une plante, le jatropha. Bienvenue à tous. Développer le Cameroun par une production agroalimentaire de qualité respectant les normes, tel est le défi que se donne la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Dans ce cadre, les autorités de cette chambre consulaire ont initié une rencontre avec les opérateurs opérant dans la transformation des produits agricoles. L'événement, qui avait pour cadre le siège de la chambre consulaire, portait en elle les espoirs des 80 participants attendus. Reportage. C'est par petites vagues que les opérateurs économiques conviés à la rencontre d'avec les responsables de la CAPEF faisaient leur entrée dans la salle de conférence préparée à cet effet. Tous avec une idée claire des attentes qu'ils fondaient dans cette rencontre. Nos attentes à la fin de ces rencontres, c'est que tous les acteurs du secteur agropastoral comprennent qu'il y a aujourd'hui un changement fondamental qui s'opère au Cameroun. C'est l'économie numérique, c'est-à-dire désormais on n'est pas obligé de poser des actes physiques pour avoir un impact sur les clients, sur ses partenaires. D'où nos attentes beaucoup plus sur le côté financier pour nous permettre de booster notre production. Et en même temps, vous le savez bien que ça crée des emplois, ça amène des enfants à ne plus revenir chercher les grandes villes et à maintenir les gens de la localité sur place.
Il est question pour nous de se mobiliser tous ensemble, les opérateurs économiques, pour la transformation de nos produits locaux, de nos matières premières, qui ne sortent plus à l'état brut. À l'entame de la cérémonie, comme pour rassurer tout le monde, la vice-présidente de la CAPEF, organisatrice principale de ce conclave, va, dans un mot de bienvenue, remettre les travaux dans leur vrai contexte. Voilà, c'est pas une activité comme on a l'habitude de gérer, c'est-à-dire très protocolaire, avec beaucoup de discours, non. Parce qu'on sait qu'ici, il y a des opérateurs économiques, ils ont le temps, c'est de l'argent. Visiblement rassurés par cette prise de parole, c'est avec une attention particulière qu'ils vont avoir un certain nombre d'informations sur l'institution qui les reçoit. La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts leur sera expliquée d'une façon brève mais très détaillée. Depuis le 13 avril 2016, la Chagri est devenue la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Il n'y avait pas le secteur pêche dans la dernière chambre. Donc le décret de 2016 a pu introduire ce nouveau secteur. Donc la Chambre d'agriculture, c'est un établissement public à caractère spécifique. Donc il est investi par les élus. Seuls les applaudissements et les questions qui fuseront de partout après cet exposé introductif laissaient entrevoir déjà le fait que le reste des interventions était attendu avec une impatience certaine. Ils étaient donc environ 80, les opérateurs économiques qui ont fait le déplacement de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts ce jeudi 1er mars 2018. Une réunion qui avait pour but d'améliorer la qualité des produits camerounais par le respect de certains normes de fabrication et de présentation. Reportage. Les enjeux et défis du Made in Cameroun, tel était le thème de la première intervention qui a ouvert la session plénière de cette rencontre. Il était question ici de planter le décor en définissant tout d'abord le Made in Cameroun, en montrant ses enjeux et ses défis, en analysant et en définissant enfin les différentes approches du développement du Made in Cameroun. Dans ce dernier aspect, le conférencier du jour va démontrer que plusieurs approches existent et donne une idée sur les priorités d'un État pour le développement du Made in Cameroun. Dans certains pays, il y a eu donc des lois pour encourager la préférence nationale. Et le Nigeria a carrément, en 2010, élaboré toute une loi qui fait référence en Afrique aujourd'hui pour encourager donc la préférence locale au Nigeria. Je donne un exemple, parce que même là-bas, c'est inadmissible que vous voyez des sociétés pétrolières qui en même temps font la commercialisation. Est-ce qu'on ne peut pas trouver les Camerounais, par exemple, quand vous allez au Cameroun, vous avez Total, qui a des stations Total. Ils sont dans la production, ils sont dans la commercialisation et même dans le transport. Bon, même en amont. Il va enfin conclure que le développement du Made in Cameroun est une affaire de toutes les parties prenantes. Le Made in Cameroun, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde, pour développer le Made in Cameroun, c'est une affaire de tout le monde. Parce que pour le gouvernement, c'est de mettre un cadre propice à appliquer. Il n'y a pas autre chose. Il faut une stratégie pour développer le label du Cameroun. Il faut soutenir les entreprises, notamment les entreprises qui ont un fort potentiel à l'exportation. L'Agence nationale des normes et de la qualité prendra ensuite le relais. Après une présentation succincte de l'agence, le sous-directeur de la formation expert du jour va dérouler son sujet. Une prise de parole qui porte sur la labellisation et la conquête de nouveaux marchés. Il était alors question d'expliquer ce que c'est que la labellisation, de donner ses procédures, ses avantages et sa durée. De sa bouche, on apprendra alors que la labellisation est un processus qui conduit à l'attribution d'un label de qualité à un produit. Quel produit des avantages tels conquête de nouveaux marchés, conservation des parts de marché et grande compétitivité de l'entreprise. Le label est généralement octroyé pour une durée de 4 ans avec un audit de conservation tous les 2 ans. Il va aussi apprendre aux participants que la labellisation a un coût. Le coût d'audit et des inspections, j'ai dit tout à l'heure, quand vous voulez le marquage, on va venir évaluer votre système. D'accord? Ensuite,
le coût de l'obtention de la marque. La marque, c'est une marque nationale, donc il faut payer un petit quelque chose là-bas dessus. Cette première série d'interventions va être sanctionnée par une innovation, celle d'une Camerounaise d'origine naturalisée américaine et vivant au pays de Galles, qui va se proposer, grâce à sa riche expérience en la matière, de former certains entrepreneurs camerounais dans un certain nombre de domaines capables de booster l'économie familiale et partant celle du Cameroun tout entier. Et c'est une photo de famille qui viendra clore cette première partie de la rencontre entre la CAPEF et les opérateurs économiques camerounais. En plus des précédentes prises de parole, il y en a eu d'autres, tout aussi importantes, qui ont entretenu l'auditoire sur des thèmes notamment liés à ces opportunités d'affaires sur le sol américain, par le truchement de l'agua, à la méthode HACCP et au changement d'habitude chez les producteurs. Des interventions pertinentes dont la teneur vous est révélée dans ce reportage de Kwam Simo et André Marinbida. Ces participants, ou la plupart, ont été conquis par ces bénéfices qu'ils engrangeront, si c'est efficacement qu'ils annexeront les marchés américains. Celui qui leur glisse le filon est un érudit de l'African Growth and Opportunity Act. En français, c'est la loi sur le développement et les opportunités africaines. Cette législation est d'émanation américaine et celui qui en est le signataire en mai 2000 s'appelle Bill Clinton. Dans les livres d'économie, il s'agit d'un rempart nécessaire pour la soutenabilité de ces économies africaines régulièrement moribondes et auxquelles les États-Unis offrent des opportunités d'affaires intéressantes. Grâce à lui, ces producteurs rêvent déjà des dollars américains qu'ils gagneront pour avoir envahi un supermarché new-yorkais. L'AGUA d'abord, c'est l'accès au marché. C'est une ouverture, c'est une opportunité de pouvoir internationaliser votre entreprise en vendant sur le marché extérieur. Vous avez pu le constater lors des différents échanges, c'est à travers les exportations qu'on peut financer, on peut avoir des devises pour financer les importations. Donc, vous créez de la valeur ajoutée, vous créez des emplois et vous vendez sur le marché extérieur. Jusqu'ici, au niveau le bilan de l'AGUA, on peut dire 18 ans après l'éligibilité, reste un peu mitigé. Toutefois, compte tenu du fait que nous sommes éligibles jusque l'AGUA a connu une extension jusqu'en 2025, je crois que nous sommes en train de prendre le taureau par les cornes à travers une meilleure stratégie et des outils d'appui tels que le showroom que nous avons présenté, le projet de showroom qui vise à dynamiser, à densifier les échanges en vue de tirer meilleur profit de cette préférence commerciale. Il faut vendre. Mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de très facile à faire. Quand c'est un produit nauséeux et impropre à la consommation que l'on vend à une clientèle, chaque jour un peu plus friande de salubrité, d'hygiène et de normes. L'humour de cet entrepreneur français, accoutumé au patronat camerounais depuis plus d'une décade, a été nécessaire pour exiger des constructeurs du Made in Cameroun une appropriation totale des vertueuses commodités de la méthode HACCP. Autrement dit, le breviaire des bons usages et des pratiques saines, qui fournissent sécurité et potabilité à ces denrées qui atterrissent sur nos tables de tous les jours. Le système HACCP est un ensemble de directives de façon à assurer l'hygiène de la préparation des aliments, des produits alimentaires et la sécurité alimentaire. Les deux sont liés, mais en même temps, ils sont dissociés. Bien, l'appréciation, c'est qu'on en est aujourd'hui dans les balbutiements au Cameroun, que ce système est obligatoire en Europe depuis 2012, mais qu'il est largement diffusé auprès des industriels européens depuis environ 20 ans. Donc le Cameroun, 20 ans avant que s'il ne devienne obligatoire. Donc le Cameroun a, disons, en gros 30 ans de retard sur l'Europe. La chaîne du HACCP, elle est simple. C'est l'hygiène de la production, mais c'est la sécurité alimentaire aussi. Donc en tant qu'hygiène, strictement, c'est quelle est l'hygiène de chacune des étapes de la préparation de ma farine infantile ou de mes confitures ou de mon jus d'ananas. Mais la sécurité alimentaire va plus loin. Quelle était l'hygiène, quelle était la toxicité éventuellement des matières premières que je n'ai pas produites, que j'ai transformées. Donc on va partir en fait
de la matière première jusqu'au produit final, jusqu'à ce qu'il soit sur les étagères du supermarché ou de la supérette. Dans cette salle des actes de la Chambre d'agriculture, vous aviez aussi ces partenaires qui coachent les producteurs, leur donnent de précieux enseignements sur les méthodes qui augurent la dextérité dans les champs et qui ont été également de la discussion. L'on a retenu d'eux qu'il est bon que se répandent des attitudes rationnelles et conventionnelles pour que le producteur soit le premier à savourer son labeur. L'ambition pour moi, c'est de pouvoir sensibiliser les planteurs sur la bonne pratique agricole. Parce que de plus en plus, je vois tout le monde parle de la transformation, il faut transformer les produits et nous allons les transformer pour les vendre sur le marché international. Nous devons savoir que sur le marché international, il y a un taux de résidus de pesticides qui doit être contrôlé. Si c'est au-delà, on a trop utilisé des pesticides, le produit sera rejeté. Donc, nous devons travailler avec les planteurs, les sensibiliser sur la façon avec laquelle les pesticides doivent être utilisés pour que nos produits que nous allons fabriquer ne soient pas rejetés une fois à destination en Europe. Là, c'est le pari que je suis là pour ça. Pour l'instant, je vais parler au nom de mon entreprise parce que c'est un domaine que c'est normalement le Minader à travers l'État à travers le Minader qui devrait s'occuper de sensibiliser les planteurs sur la bonne pratique agricole. Mais déjà, à notre niveau, dans le petit groupe de planteurs qui sont affiliés à la CAPEFS, nous sommes en train de développer avec la présidente, Madame Elissard, un programme qui doit permettre déjà ici d'expliquer aux planteurs comment est-ce que nous allons produire pour que, une fois les produits que nous avons récoltés, transformés, ne soient pas rejetés. Parce que si nous transformons, nous produisons, nous transformons et que sur les produits que nous avons transformés, il y a beaucoup de pesticides, un taux de pesticides assez élevé là-dessus, ça va arriver chez le consommateur et le consommateur soit doit détruire, soit doit nous retourner le produit. Et c'est très 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 important parce que n'oublions pas que tout ce que nous allons transformer, une fois à destination, il y a un test de pesticides qui doit être fait dessus. Il a trop de pesticides, ça ne pourra pas être accepté. Ce n'est pas rien de signaler ici que ces échanges avaient une notoriété internationale. Des conférenciers de renom qui ont traversé l'Atlantique et qui ont également suggéré des idées qui peuvent aider. Je suis directrice de Taste Cameroon Community Enterprise, une ONG qui est basée au Royaume-Uni, spécifiquement au Pays de Galles. Et nous faisons un projet qui s'appelle Alimentation pour la prospérité, c'est-à-dire qu'on regarde l'élevage, mais surtout transformation des viandes, donc par exemple boucherie, charcuterie, fruits et légumes, le marketing, le marketing emballage, et en plus de vraiment mettre les produits du Cameroun, de les valoriser au Cameroun, mais aussi à l'étranger. On a fait des ateliers au début de février à Chang et puis je suis venue aujourd'hui pour partager un peu de ce que nous faisons. S'il y en a une demande pour faire des partenariats avec eux, avec le travail qu'on fait. Donc c'est à cause de ça et de faire la connaissance des personnes qui sont dans le même domaine. J'adore le coquille, j'aime bien le dolé. J'ai appris comment faire le couscous au manioc. Voilà, le gombo, le taro, j'adore le taro. Des discussions cordiales où se sont mêlées interrogations pertinentes et explications imparables. Parlons de tout à fait autre chose à présent. On ne le dira jamais assez, l'agriculture reste et demeure un pan très important de l'économie de notre pays. De ce fait, elle doit intéresser toutes les couches de la société. À l'école, l'éducation ne doit plus seulement donner aux élèves des connaissances théoriques, mais il doit aussi allier des pratiques tirées même de notre environnement, de nos modes de vie. Tel est le combat que mène le projet des petites initiatives agricoles en milieu scolaire et secondaire. Reportage. Le travail manuel dans le cursus scolaire a longtemps été considéré comme une corvée. Les enfants s'y attelaient avec désinvolture, aidés parfois en cela par les enseignants de cette filière qui eux-mêmes ne la prenaient pas au sérieux. C'est pour changer le regard porté à cette activité qu'est né le projet PIAMS, entendez, projet de petites initiatives agricoles en milieu scolaire. La réalité, c'est que le travail manuel était considéré
comme une corvée. Alors, depuis le mois d'août 2015, son Excellence, le ministre des Enseignements secondaires, a signé des textes allant en ce sens pour améliorer le travail manuel. Et comme le gouvernement est très sensible à ce genre de choses, donc à ce jour, on essaie d'améliorer le travail manuel pour que les élèves ne croient pas que le travail manuel est une corvée. Le travail manuel peut être une source génératrice de revenus. Le travail manuel peut être un outil de développement. Le travail manuel peut être un outil de satisfaction. Le travail manuel peut être également un outil de développement de la santé. Au lycée technique de Nkolbison, un atelier regroupant des chefs d'établissement, des parents d'élèves, les associations et même des acteurs du secteur agricole a permis à tous de se rendre compte de l'importance du travail manuel et même les élèves, premiers acteurs du projet, prennent conscience. Le travail manuel est une bonne chose, mais ça forme aussi les gens comme moi parce qu'il fait dans le génie civil, ça nous forme aussi et ça permet de rendre propre aussi l'établissement. Notre environnement ici au lycée, le travail manuel est très bien. Ça cultive, ça te permet de défricher, bon, ça te permet d'apprendre aussi, ça te permet de mettre la propriété partout. Le travail manuel dans ce lycée est assez dur, vu qu'on nous confie souvent des tâches très pas aisées pour des élèves de notre âge et puis on transpire pour aller refaire quoi après, mais ça nous aide à mettre la propriété dans notre établissement et c'est aussi un avantage pour nous. Ce même lycée a été choisi pour accueillir l'une des premières initiatives du projet afin d'être l'établissement pilote d'un concept nouveau, celui d'un travail manuel garant d'une plus-value économique. Le lycée technique, comme vous pouvez le voir, repose sur 9 hectares. Et nous pouvons exploiter une partie du lycée technique pour mettre à profit le travail manuel. Et comme vous l'avez si bien dit dans le développement de ce séminaire, ce qui nous manquait le plus, c'était quelques outils. Mais maintenant que nous avons ces outils techniques, à savoir les formations, à savoir les outils manuels, nous avons suffisamment d'espace pour produire aussi beaucoup de produits ici. Ce qui fera la fierté non seulement du lycée technique, mais qui participera aussi à un jeu pour les élèves qui forcément trouveront leur compte à la fin de la production et comprendront que le travail manuel n'est pas seulement une simple distraction, mais peut être une source de revenus. D'autres établissements de la capitale politique recevront bientôt les acteurs de ce projet afin que, loin des sentiers battus, le travail manuel et partant l'agriculture se positionne enfin comme ce par quoi passe la réussite d'un jeune, qu'il soit scolarisé ou non, tel que le souhaiterait le projet des petites initiatives agricoles en milieu scolaire secondaire. Parlons de certaines innovations à présent, celles dont nous vous parlerons dans ce reportage d'Anno Basileking et d'André Marimbira est souvent méconnue du grand public. Et pourtant, le jatropha est une vertueuse plante qui est à inclure dans ces richesses de la nature qui aide quand un danger plane au-dessus de votre santé. Le jatropha, dans tous ses états, c'est dans ce reportage. Regardez plutôt. Le jatropha. À moins que vous soyez un illustre vétéran de la botanique, à qui le langage des boutures et des plantes est aussi familier que ce qui vous reste de la dernière cigarette, avouez que le terme est un peu retentissant dans votre lexique de fleuriste balbutiant. Et vous n'êtes pas le seul. Il nous a fallu entrer dans ce stand pour découvrir une plante dont la notoriété est encore dans une phase constructive. Pourtant, le jatropha vous est décrit ici comme l'efficacité même. Quand une carie dentaire répand la galère et la souffrance dans votre molaire. Au sujet du jatropha encore, un embellissement qu'il greffera sur votre denture, mieux que la pâte dentifrice de tous les matins qui a déjà démontré son incapacité à combattre ces plaques dentaires qui vous donnent une haleine de chacal. L'huile de jatropha, les gens dans le temps ont utilisé ça pour la lèpre. C'est avec ça qu'on soignait la lèpre. Je parle de l'huile de jatropha. Ou peut-être ses racines. C'est avec ça qu'on soignait la lèpre. Bon alors, comme je vous disais là, vous avez vu écrit là sur la bouture, pâte dentifrice bio par excellence. Ça veut dire quoi? Donc la sève du jatropha. Donc quand on a coupé une branche de jatropha,
ça coule la sève. Et la sève du jatropha est claire comme de l'eau. Ce n'est pas blanc comme les autres sèves, blanche comme les autres sèves. Donc c'est clair. Alors quand vous mettez la brosse à dents sur la sève qui coule là, parce que ça a beaucoup de sève, après quelques 4-5 gouttes, c'est suffisant pour vous brosser. Ça mousse, on dirait que c'est une pâte dentifrice, je ne sais pas quoi. Les safous, c'est comme ça que nous aimons les voir. Évidemment, avec des bâtons de manioc à côté. Ailleurs, on nous les a présentés autrement. C'est aussi une petite curiosité pour ces gens qui ont appris qu'une huile de safou, ça existe aussi. Pour une fois, nous n'avons pas fait les goûteurs et nous nous en excusons. Mais ceux chez qui ça arrive d'être omnivore nous rassurent que c'est savoureux. Mais il y a plus. Ce sont les extractions à froid. Ça veut dire qu'on a déjà récolté, cueilli les prunes, que si on veut dire, on met ça au séchoir. Après avoir séché, on peut le presser déjà. Nous avons la presse à froid, les presses qui font les premières pressions à froid. Alors, l'huile de safou, ça soigne les maladies cardiovasculaires, ça soigne l'obésité aussi, ça soigne aussi la constipation. En plus de frire un œuf de chauve-souris, l'huile de safou est aussi indispensable pour vous soulager de ces crises d'arthrose qui vous rendent les nuits difficiles. Toujours en mode découverte, nous vous présentons les prodiges de la pharmacopée traditionnelle de la région de l'Adamawa. Réputée pour son efficacité, elle est celle à laquelle se réfèrent ces malades qui souffrent des pathologies chroniques. Reportage Arnaud Basileking et André Marimbida. Ce que ces chaleureux septentrionaux nous ont conviés à découvrir est une somme d'inventivité qui ont régulièrement sauvé des vies dans la région de l'Adamawa et qui peuvent être utiles pour renforcer les pronostics vitaux d'ici. La matière première, la voici. Des écorces dont l'utilité thérapeutique a été distillée dans ces flacons. Dans ce stand, dont la décoration nous rappelle les villégiatures du prince Aladin dans le désert moyen-oriental, un public persuadé que l'efficacité qui fait le plein de ces fioles répare les dégâts du bacille de coque dans vos poumons et secoue votre virilité un peu essoufflée depuis quelques nuits. Toujours ici, il y a ce qui renforcera votre système immunitaire et évacue ces eaux impures qui suscitent une mortelle suffocation chez les nouveau-nés. Vous qui êtes grippé en ce moment, vous avez énormément de chance. Quelques cuillerées de ce torboyau vous suffisent pour que cesse le moindre éternuement. Vous l'avez remarqué, ces gens n'ont pas boudé le plaisir d'un flacon à acheter séance tenante. Les effets, nous a-t-on marmonné, sont immédiats et efficaces. Celui qui est le porte-étendard de cette pharmacie du cru, Idriss Guider, est un natif trentenaire de Menganga et c'est son défunt père qui a fait de lui un naturopathe derrière lequel courent des patients conquis par la virtuosité d'un art à manipuler la panacée. Si les hôpitaux ne vous disent plus, vous aussi, essayez la pharmacopée septentrionale. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite de l'aventure, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir. Fait notre plaisir. Bonsoir et à demain. Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agriculture Télévision pour cette session d'information. Tout de suite, le sommaire.
La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun lutte pour la reconnaissance du Made in Cameroun. Une rencontre à ce sujet s'est tenue hier au siège de la dite Chambre entre les opérateurs économiques et les membres de celle-ci. Nous reviendrons en long et en large sur ces assises au cours de cette édition. Pilule amère pour l'économie camerounaise. Les accords de partenariat économique ont fait perdre au Cameroun un peu plus de 6 milliards de francs CFA de recettes depuis leur mise en œuvre le 4 août 2016. Nous en parlerons dans ce journal. Bon début de week-end et bienvenue à tous. C'était hier à la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts de Yaoundé. Une rencontre entre les opérateurs économiques du secteur de la transformation agroalimentaire et les autorités de la CAPEF. Pendant toute une journée, des enseignements et des prises de parole auront permis à tous et à chacun de savoir ce qui doit être fait pour donner une visibilité certaine aux produits camerounais. Reportage. La transformation agroalimentaire au Cameroun va bon gré malgré son bonhomme de chemin. Il n'y a qu'à voir l'accroissement du nombre d'acteurs de ce secteur. Bon nombre d'entre eux se sont donc donné rendez-vous hier à la CAPEF. Une rencontre avec les membres de la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts de Yaoundé qui avait toute son importance. Disons que cette rencontre s'inscrit dans une logique que nous avions déjà amorcée depuis un certain temps. C'est celui des normes. Comment faire pour être compétitif? Comment faire pour que nos produits soient consommés aussi bien des Camerounais que des consommateurs à l'étranger, des consommateurs européens, américains qui, eux, ne consomment que des produits normés, labellisés avec des appellations contrôlées. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, le gouvernement a un discours qui est peut-être à plus 12 et nous, on est encore à niveau moins 5. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont du mal à maîtriser qui sont réellement les acteurs avec qui ils vont travailler. Donc, cette rencontre s'inscrit dans un libre-échange des différentes difficultés que nous rencontrons dans les process agroalimentaires, dans les normes, dans tout ce qui peut être emballage, aussi la disponibilité d'emballage et la disponibilité des équipementiers. Tout cela participe dans la nécessité de contrôler depuis la production ce qui va être transformé jusqu'à la transformation en elle-même. Pour cela, il faut maîtriser les process de fabrication ainsi que les différentes normes y afférentes. Et si elles n'existent pas, voir comment les mettre en place afin que la formule Made in Cameroun ne soit plus qu'un simple slogan. Pour que cela passe de la fiction à la réalité, certaines conditions sont à respecter. 1. Réduire les pertes post-récolte de manière concrète, créer de l'emploi, évidemment. Ça, ce sont les objectifs connexes. Mais notre priorité, c'est voir comment nous allons entrer dans le marché. Est-ce que nous allons être compétitifs? Aujourd'hui, les Chinois, les Français, les Américains, les Brésiliens produisent à grande échelle. Alors, est-ce que même si nous faisons ce Made in Cameroun, même si nous sommes aux normes, serons-nous compétitifs? Tous ceux qui se sont succédés au parloir au cours de cette rencontre n'avaient en tête de donner des connaissances à ces opérateurs économiques afin qu'ils puissent tenir le pari du renouveau du Made in Cameroun. Alors, il faut réellement qu'on se lance dans la transformation. Aujourd'hui, nos structures industrielles, moi je leur lance toujours un appel. Vous ne pouvez pas attendre à chaque fois des autres certaines choses. Il faut bien que nos agro-industries se lancent dans le marché de l'agroalimentaire et disent, voilà, les producteurs, produisez-moi telle spécificité dans le manioc, dans la tomate, je ne sais pas, telle variété, et on va vous la racheter. L'État a aussi ici son rôle à jouer, celui de trouver un cadre d'expression à toutes ces volontés manifestes qui ne demandent qu'à se faire entendre, mais le gros du travail doit être fait par les entreprises elles-mêmes. Sur le marché camerounais, vous trouvez la farine de manioc importée de Chine, ce qui n'a aucune logique dans un pays où le gouvernement finance, soutient la production du manioc dans toutes ses formes. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on n'arrive pas à se lancer dans la transformation du manioc? Parce qu'on n'a pas les équipements,
on ne maîtrise même pas vers qui s'orienter. Vous aurez beau aller au Minader écrire, ils vont vous dire oui, schématiquement, voilà ce qu'il faut faire. Mais de manière concrète, on s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire? Réussir le Made in Cameroun reste néanmoins possible à condition de respecter ces critères. On a 2 critères. Si on veut réussir le Made in Cameroun, nous avons le critère de la santé, donc la sécurité sanitaire, d'où le process qui n'est pas une norme exigée au Cameroun aujourd'hui, mais qui, en Europe par exemple, a été initié par les transformateurs en agroalimentaire et l'État s'est approprié de cet outil de contrôle de la sécurité sanitaire dans les structures agroalimentaires. Donc ça, c'est le premier critère. Il ne suffit pas d'avoir un bel emballage ou d'être aux normes dans l'emballage, mais quel est le contenant? Est-ce que le contenant est aux normes? Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape va être le prix. Si nous n'avons pas un produit compétitif, si nous ne nous organisons pas pour prouver que le Made in Cameroun a une particularité, parce qu'il ne s'agit pas de dire le citoyen camerounais va être, comment on va dire, le citoyen camerounais va s'intéresser aux produits Made in Cameroun. Non, il ne s'agit pas de lui dire ça. Il ne s'agit pas de lui dire d'être patriote. Il veut bien être patriote, mais il faut lui donner un certain nombre de critères. Tous ces aspects ont donc été abordés au cours de la rencontre d'hier entre les opérateurs économiques et les membres de la chambre consulaire. Et tous ont été d'accord sur le respect ou alors la mise en œuvre de toutes ces recommandations pour un Made in Cameroun encore plus fort. Intéressons-nous à un des aspects des échanges qui ont eu lieu à la Chambre d'agriculture. Il s'agit de la méthode HACCP, au sujet de laquelle un exposé a été fait en présence des conférenciers. L'occasion pour la rédaction d'Agriculture Télévision de sonder les mystères définitionnels d'une pratique censée garantir l'hygiène et la salubrité dans les productions locales. Kwam Simo et André Marimbida ont rencontré un expert qui s'exprime sur la question. Reportage. Les rapports des agences de normalisation et autres associations des consommateurs ne dissimulent rien du danger qui vous cible à table. Parfois, manger, c'est mourir un peu. La répugnance qui fait le plein d'une confiture et la dysenterie qui vous conduit en désintoxication à l'hôpital ont souvent alimenté la chronique alimentaire d'ici et d'ailleurs. Ceux qui savent ce qu'il faut faire pour que l'alimentation de tous les jours soit propre et digeste nous ont parlé de la méthode HACCP. Sur Google, nous avons découvert un acronyme qui, sans embâche, est annonciateur d'une efficacité grâce à laquelle la sécurité alimentaire sera de retour dans la soupe de tous les soirs. Le système HACCP est un ensemble de directives de façon à assurer l'hygiène de la préparation des aliments, des produits alimentaires et la sécurité alimentaire. Les deux sont liés, mais en même temps, ils sont dissociés. Au-delà de la définition, il faut bien parler de la méthode HACCP en lui revêtant un air de camerounité. Pardonnez le néologisme. Baudelaire nous a appris que comparaison n'est pas raison. Mais si vous saviez ce que veut dire HACCP une fois que vous êtes à Lagos, au Nigeria, ou chez le voisin gabonais, vous déduirez vous-même que nous sommes encore ici à l'âge de la pierre taillée. L'appréciation, c'est qu'on en est aujourd'hui dans les balbutiements au Cameroun, que ce système est obligatoire en Europe depuis 2012, mais qu'il est largement diffusé auprès des industriels européens depuis environ 20 ans. Donc le Cameroun, 20 ans avant que s'il ne devienne obligatoire. Donc le Cameroun a, disons, en gros 30 ans de retard sur l'Europe. Souvent, l'irresponsabilité, ou si vous êtes trop compatissant, l'ignorance de certains producteurs peut être suffisamment résorbée si dans les manufactures, les habitudes procédurières en matière de salubrité et de labellisation étaient d'appoint. La chaîne du HACCP, elle est simple. C'est l'hygiène de la production, mais c'est la sécurité alimentaire aussi. Donc en tant qu'hygiène, strictement, c'est quelle est l'hygiène de chacune des étapes de la préparation de ma farine infantile
ou de mes confitures ou de mon jus d'ananas. Mais la sécurité alimentaire va plus loin. Quelle était l'hygiène? Quelle était la toxicité éventuellement des matières premières que je n'ai pas produites, que j'ai transformées? Donc on va partir en fait de la matière première jusqu'au produit final, jusqu'à ce qu'il soit sur les étagères du supermarché ou de la supérette. Ce chaleureux Français et d'autres entrepreneurs camerounais ont promis une rédemption des bons usages dans les usines. L'une des attractions de cette journée aura été le passage au parloir de l'Agence nationale des normes et de la qualité. Ceux par qui passe le salut qualitatif du Made in Cameroun ont bien voulu rappeler à la centaine de participants le bien fondé de la labellisation de leurs produits. Reportage. Le thème de l'intervention de l'Agence nationale des normes et de la qualité était déjà en lui-même évocateur. Labellisation et conquête de nouveaux marchés. Comme pour dire que pour arriver à atteindre les marchés les plus prisés, les produits camerounais devaient tout d'abord prendre le chemin de la labellisation. Et l'exposé de l'orateur du jour ne va pas tourner loin de ce concept. Une norme est un ensemble d'exigences. Il est important de relever que la norme dans l'agroalimentaire participe de la protection du consommateur au Cameroun et partout ailleurs. La loi 4, numéro 2011/012, décrit les termes de protection du consommateur, les prescriptions au plan qualitatif relatives aux caractéristiques des produits, biens et services destinés à la consommation et le régime des sanctions en cas de non-respect de ces prescriptions. Pour ce faire, il est important pour la survie de son produit de le labelliser, c'est-à-dire de lui attribuer un signe, une marque de distinction de la qualité qui repose sur le respect d'un cahier de charges. Le cahier de charges en question est en lui-même un ensemble de procédures, de pratiques techniques que le producteur ou le transformateur s'engage à respecter. Pour cela, le processus de labellisation suit toute une procédure. Comment est-ce que j'obtiens le label? Je dépose ma candidature. Quand je dépose ma candidature, il y aura ce qu'on appelle un audit. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'évaluation de la conformité. On va venir voir comment est-ce que vous produisez, voir si vous respectez les cahiers de charges, voir ceci, voir cela. Ensuite, on va pouvoir, l'équipe qui est descendue va faire un rapport motivé. Et sur la base de ce rapport motivé, le comité va devoir vous donner un label. Maintenant, quand vous avez le label, est-ce que le label doit rester dans le territoire? Le label, c'est pour qui? Quand on acquiert un label, c'est pour qui? Vous êtes des producteurs. Quand vous acquérez un label, c'est pour qui? C'est pour le consommateur. Un processus à la fin duquel vous ne recevrez que des avantages. Ça peut vous permettre de conquérir des marchés. C'est-à-dire que quoi? Il peut y avoir des consommateurs exigeants. D'accord? Vous pouvez avoir des consommateurs exigeants. Surtout dans des marchés européens, où vous pouvez avoir un groupe de consommateurs qui décident que nous n'allons consommer que des produits, l'exposant de tout à l'heure a dit, que des produits issus de fermes, par exemple, où on n'utilise pas la main d'œuvre infantile. Vous devez prouver. On peut dire ceci, on va consommer les produits qui sont exclusivement produits dans des zones de montagne. D'accord? Donc la labellisation, ça peut permettre de conquérir de nouveaux marchés. Il faut aussi savoir, toujours selon la norme, que la labellisation a un coût et que sa durée n'est que de 4 années renouvelables. Néanmoins, en toute chose, l'Agence nationale des normes et de la qualité s'est dite prête à accompagner tous les entrepreneurs qui veulent donner une plus-value certaine à leurs produits Made in Cameroun. L'autre grande attraction de ces échanges a été l'ouverture du capital de 2 usines de fabrication de tomates concentrées et de farine instantanée. Cet élément d'André Marimbida vous donne des détails sur ce qu'il faut prévoir pour rejoindre l'actionnariat des dites sociétés encore dans une phase gestative. D'abord, il s'agit d'une fiche de souscription au capital constitutif d'une société de tomates concentrées. Son contenu révèle qu'il s'agit d'une société anonyme au capital de 50 millions de francs, que les activités ne commenceront que si le montant minimal de 250 millions est atteint et qu'il est susceptible d'être plafonné à un montant maximal d'1 milliard de francs. En ouvrant le chapitre des participations, l'éventuel souscripteur rejoint l'actionnariat
par le truchement d'un engagement à hauteur de 10 000 francs à raison d'une part. Le document prévoit d'ailleurs un minimum de 100 parts sociales dont le montant sera versé par chèque ou en espèces dans un compte séquestre. Les actionnaires potentiels sont des personnes physiques ou morales qui découvriront le siège de la dite société à la suite de la première réunion des associés et qui n'ignoreront rien du fonctionnement, de la tenue des assemblées générales et du vécu des organes de direction, conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun. Le 30 mars 2019 est la date butoir avant laquelle les activités devraient commencer et celle du 30 juin 2018, le deadline après lequel le premier engagement perd sa validité. D'autres souscriptions vous sont suggérées dans une société de farine instantanée dont le capital de 10 millions de francs est à constituer. 100 millions de francs au moins sont attendus des susceptibles possédants et 250 millions représentent le plafonnement que les conjectures augurent. Comme à l'usine de tomates concentrées, une part revient à 10 000 francs pour un minimum de 10 parts sociales. Le mode opératoire en matière de versement est lui aussi identique. Le liquide ou le chèque. Dans chacune des fiches, des dispositions qui promettent la coercition pour les actionnaires qui veulent faire l'autruche ensuite. C'est le tribunal que l'on promet si certains engagements tardent à parvenir vers une phase d'implémentation. Au plus tard, le 30 septembre de l'année en cours, l'on devrait déjà entendre le vrombissement des turbines. Tout à fait autre chose à présent. Les accords de libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne sont en vigueur depuis peu. Mais déjà, la partie camerounaise commence à en ressentir les effets néfastes. En effet, notre pays supporte très mal les levées douanières sur les produits venant de l'extérieur. Le manque à gagner est très élevé et le Cameroun, dont l'économie est encore frileuse, ne supporte pas vraiment la charge. Analyse. La pilule est en effet amère pour notre pays, car entre le 4 août 2016 et le 25 février 2018, le Cameroun a perdu des recettes douanières de l'ordre de 2,6 milliards de francs CFA, du fait de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. C'est ce qui ressort de la 19e session du comité en charge du suivi de la mise en œuvre de l'APE tenue à Yaoundé le 25 février dernier. À la fin du mois de février 2018, le Cameroun a donc perdu 676,5 millions de francs CFA de recettes pour les produits du groupe 2 tels que le marbre, les intrants, pour industrie alimentaire, groupe électrogène, véhicules automobiles, pour le transport des marchandises, remorques et semi-remorques, brouettes et les accessoires de véhicules, pare-chocs, ceintures, freins, roues, embrayages et autres. Au 25 février 2018, l'on a un total global de 2755 déclarations d'importation ayant bénéficié de la préférence de l'Union européenne pour une valeur de 95,2 milliards de francs CFA. Ratifié par le Cameroun en juillet 2014, l'APE est opérationnelle depuis le 4 août 2016. Depuis ce temps, les 1760 produits européens concernés par la suppression des barrières douanières peuvent accéder au pays en bénéficiant d'un abattement douanier de 25% chaque année. Les produits européens concernés par l'APE seront libres d'accès dès 2020. En 2018, une autre catégorie d'articles européens s'ajoutera à la liste des exonérations, puis une troisième à partir de 2021. L'autre problème que soulèvent ces statistiques, au-delà même du déficit de l'assiette des recettes de l'État, c'est celui de la promotion de nos produits locaux. Car les produits étrangers inondent nos marchés et partant nos maisons. Ils sont un peu plus élaborés que les nôtres et ont la cote auprès des consommateurs. L'industrie locale se trouve ainsi un peu asphyxiée. Encore une bonne raison, une raison de plus pour promouvoir et développer le Made in Cameroun. Merci d'avoir suivi cette édition d'information qui rentre en gare. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. La suite, c'est sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à bientôt.